Alors, il y a deux réponses qu'on peut faire à cette question. D'abord, très pragmatiquement, en termes d'étapes de travail, j'avais écrit et soutenu il y a une vingtaine d'années un mémoire de master qui abordait les textes et les postures de Marine Diaye, recherche au cours de laquelle j'avais découvert l'existence de Jean-Yves Sandret, écrivain aux côtés de Marine Diaye, qui m'avait interpellée, intéressée. Et des années plus tard, c'est pour un inédit d'habilitation à diriger des recherches que j'ai donc poursuivi ce travail sur Marine Diaye en l'élargissant cette fois donc à la prise en compte de Jean-Yves Sandret. En termes scientifiques, plus largement, en fait, mes travaux se sont de longue date intéressés au mode de consécration et d'intermédiation dans les champs de production culturelle, a fortiori ici dans le champ littéraire contemporain. Et l'un des résultats des travaux que j'ai menés, c'est de constater donc des inégalités de ce point de vue-là. Dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'un auteur mondial ?» paru en 2024, Gisèle Sapiro parle sur la scène littéraire mondiale de la reproduction d'une domination intersectionnelle qui a déterminé la distribution du prestige littéraire international sur le long terme. Et la reconnaissance institutionnelle atteinte par Marine Diaye est tout à fait éclatante, tout à fait remarquable dans le champ littéraire français et mondial. C'est à ce jour la seule auteurice en France à avoir cumulé le prix Femina en 2001 et le prix Goncourt en 2009. Elle a vu entrer l'un de ses textes, Papouas doit manger, au répertoire de la Comédie Française alors qu'elle n'avait que 39 ans et qu'elle était la première femme vivante à voir donc l'un de ses textes faire l'objet de cette distinction-là. Elle a été sélectionnée pour le Booker Prize à un âge très jeune, la plus jeune, c'était la plus jeune autrice sélectionnée pour le Booker Prize, sachant qu'elle a été sélectionnée 2 fois pour le Booker Prize, les règles d'attribution ayant changé entre-temps. Voilà, donc ce sont quelques indices en fait de cette reconnaissance institutionnelle très importante dont elle a fait les frais dans le champ littéraire. Et bien sûr, du point de vue de la domination intersectionnelle qui a pesé sur la distribution de ce prestige littéraire, c'est d'autant plus remarquable qu'elle a un patronyme sénégalais, Ndiaye, qu'elle est métisse, qu'elle est une femme et qu'elle a obtenu ces reconnaissances à un âge très jeune. Donc du point de vue des rapports sociaux de race, de sexe, d'âge, c'est tout à fait remarquable. Et l'enquête que j'ai menée montre que du point de vue des rapports sociaux de classe, c'est aussi tout à fait remarquable parce que Marine Diaye, en fait, a connu une ascension sociale, mais ses origines sociales sont tout à fait modestes. En fait, cette exceptionnalité, elle est en quelque sorte redoublée d'un point de vue sociologique si on prend en compte le couple qu'elle a formé pendant 35 ans avec Jean-Yves Sandret. Parce que, d'un point de vue donc sociologique, ces deux auteurs se caractérisent par une homogamie en termes d'études et de profession. Ils n'ont aucun autre diplôme l'un et l'autre que leur baccalauréat et ils n'ont occupé aucun emploi salarié stable plus que, alors Jean-Yves Sandret dit jamais plus d'une année. Ils ont travaillé très concrètement à la fin des années 1990, chacun pendant 2 ans pour évaluer des manuscrits de pièces de théâtre qui étaient adressés à France Culture. Mais voilà, ils m'ont confirmé que c'était le plus long emploi qu'ils avaient chacune occupé dans les 40 dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mode de vie qui leur a permis de se concentrer avant tout sur les activités de lecture et d'écriture, ce qui est extrêmement difficile à tenir dans le champ littéraire contemporain. Statistiquement, c'est exceptionnel pour un ou une autrice singulière, et c'est encore plus exceptionnel de tenir cela à l'échelle conjugale, en ayant, qui plus est, 3 enfants, puisqu'ils étaient mariés avec 3 enfants qui n'ont pas bénéficié de système de garde, crèche ou autre, parce qu'ils vivaient à la campagne, et donc ils ont aussi gardé en bas âge leurs 3 enfants. Donc il y a une sorte d'énigme aussi sociologique
sachant que dans leurs 20 premières années, ce couple a dû faire face à une incertitude matérielle parfois, sur l'avenir en tout cas, qui m'ont restitué à travers quelques anecdotes. Ils ont acquis un capital culturel et un capital symbolique par cette trajectoire sans commune mesure avec leur milieu d'origine, puisqu'ils viennent, alors Jean-Yves Sandré vient clairement d'un milieu populaire, si on regarde de manière transgénérationnelle leur origine sociale. Et Marine Diaye, également, elle vient d'un foyer monoparental où il y avait très peu de capital économique dans son enfance, sa mère étant là encore clairement issue de classes populaires. Et son père a fait une trajectoire professionnelle remarquable, il relève des élites sénégalaises, mais cette trajectoire professionnelle ne s'est épanouie, ne s'est développée qu'après qu'il ait quitté sa mère et ses 2 enfants français. Donc elle s'est épanouie dans un second temps. Il était encore étudiant en fait lorsqu'il était jeune père de Marie et Pape Ndiaye. Donc on a une pente sociale ascendante et on a une situation en fait socio-économique qui est tout à fait atypique et remarquable dans le champ littéraire français. On a aussi, autre énigme sociologique à propos de ce couple replacé dans la longue histoire, une inversion en fait, donc en termes de genre en fait, du schéma habituel vis-à-vis des autres couples littéraires dans la longue histoire. Jean-Yves Sandré est devenu écrivain par sa rencontre avec Marine Diaye. Il écrit une lettre très admirative sur Cantoriche à venir lorsqu'il paraît en 1985, un livre qu'il avait volé en librairie parce que Jean-Yves Sandré s'était mis à voler des ouvrages comme autant de biscuits de survie, selon l'une de ses expressions, qui lui avait permis notamment d'échapper à son milieu social d'origine. Et il écrit une lettre donc à l'autrice qui lui répond, et donc c'est de là qu'ils vont rentrer en contact et se mettre en ménage. Et c'est les encouragements de Marine Diaye à ce qu'à l'époque il écrivait de manière tout à fait modeste, en ordre dispersé, qui vont le pousser à achever un manuscrit, à le proposer à un éditeur. Et ça, en fait, cette situation-là, donc un homme de 10 ans plus âgé qui écrit à une jeune fille qui a à l'époque à peine 18 ans, mais qui se caractérise par une avance remarquable en termes littéraires, puisqu'elle a lu à l'époque déjà Marcel Proust, Henry James, et donc elle a une grande avance, une grande maturité, comme Jean-Yves Sandré l'a lui-même commenté, en disant elle a 10 ans de moins que moi, mais elle a 10 ans d'avance en termes de maturité littéraire. Et c'est complètement différent vis-à-vis de Julia Kristeva et Philippe Solers, de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, de Clara Malraux et André Malraux, où on a en fait un schéma récurrent d'une jeune fille admiratrice qui écrit ou qui cherche à entrer en contact avec un homme beaucoup plus âgé, beaucoup plus avancé du point de vue de la reconnaissance dont il fait les frais en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, et dont en fait cette rencontre et la conjugalité qui va s'en suivre va faciliter l'entrée en littérature. Là, en fait, c'est complètement l'inverse, cette inversion étant bien sûr renforcée si on prend en compte les rapports sociaux de race. Voilà. Alors, pour cette enquête, en fait, j'ai étudié une grande variété de sources. D'abord, j'ai pris connaissance de sources médiatiques, en fait, et donc des interventions publiques de Marine Diaye et Jean-Yves Sandré dans différents médias, la presse, et puis aussi, ce qui était assez important, la radio et la télévision, donc notamment via l'INA, l'INATEC, qui a des archives extrêmement précieuses de ce point de vue-là, et puis via la consultation de dossiers de presse qui sont détenus par les maisons d'édition. J'ai consulté également des sources éditoriales, donc il y a notamment les modalités de leur publication, de leur traduction, de la diffusion de leurs ouvrages. J'ai fait des entretiens, une dizaine d'entretiens avec des critiques littéraires, avec d'autres écrivains, écrivaines qui avaient gravité autour d'eux, certains de leurs proches, et puis Marine Diaye et Jean-Yves Sandré eux-mêmes, ce qui est une particularité aussi de ce travail, puisque ce sont deux écrivains qui sont encore en exercice,
et que il me semblait difficile de travailler sans les consulter directement. Ce sont les premiers concernés. Ça représente aussi une particularité du travail sur les intimités relationnelles, sur les couples, puisqu'il y a d'autres chercheuses et chercheurs qui se sont intéressés à la question. Si je pense au travail d'Esther Desmoulins sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, par exemple, en fait, la bibliographie sur Beauvoir et Sartre était massive, et donc elle devait aussi se situer et trancher des questions parfois épineuses qui avaient été abondamment discutées. Dans mon cas, c'était assez différent, puisqu'il y a une bibliographie critique assez abondante sur Marine Diaye, dont j'ai évidemment pris connaissance, et qui concerne ses textes, qui concerne ses postures, alors qu'il n'y a quasiment aucune bibliographie sur Jean-Yves Sandret, en tout cas à l'université. J'ai bien sûr également lu leurs œuvres, les œuvres qui sont donc les titres qu'ils ont publiés, qui concernent différents genres, le roman et le théâtre en tout premier lieu, mais aussi des récits, de la poésie, du théâtre, des textes d'intervention, notamment d'intervention publique, des textes plus marginaux, sachant que Marine Diaye a vraiment publié dans une grande variété de genres, y compris récemment des livrets d'opéra, de la littérature enfantine. Et en fait, tout ce travail de croisement, donc à la fois de différentes sources et puis de deux œuvres singulières, m'a permis aussi de repérer trois moments qui structurent l'ouvrage, qui sont trois moments polémiques, où ces auteurs apparaissent comme des écrivains singuliers, mais aussi comme un couple dans l'espace public. Et donc voilà, il s'agit de trois polémiques importantes qui les ont confrontés à d'autres écrivains, d'autres figures publiques. Alors le couple est une institution sociale très importante. On a des travaux de sociologues, je pense au très beau livre d'Isabelle Claire, Les choses sérieuses, qui montrent combien encore aujourd'hui le couple est un horizon d'attente majeur en fait pour quand on débute sa vie de jeune adulte. C'est une institution sociale qui structure assez largement une société encore largement hétéronormative. Mais en étudiant ce couple d'écrivains, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que c'était aussi une institution littéraire, dans le sens où quand cette institution, caractérisée par une grande intensité de la socialisation, de sociabilité, d'affect, concerne des personnes qui écrivent des œuvres littéraires, qui sont impliquées en littérature, eh bien, ça a des conséquences décisives, en fait, sur leurs œuvres. Voilà, alors que c'est une échelle d'analyse qui a été assez peu envisagée en sociologie de la littérature. On s'est beaucoup focalisé sur des monographies d'auteurs ou d'autrices via donc l'attendu d'originalité qui pèse sur la création depuis au moins le XIXe siècle, ou bien sur des groupes, sur des écoles, sur des revues, sur des collectifs en fait. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'il y avait une spécificité de cette échelle, avec des modalités de socialisation, de sociabilité extrêmement intenses en fait et importantes, qui passent par la lecture, en termes donc de bibliothèque partagée, partage de références à un niveau symbolique ou matériel, de l'entrelecture, puisque Marine Diaye et Jean-Yves Sandret sont le premier lecteur, la première lectrice pendant 35 ans de l'œuvre de l'autre, et que ça, en fait, c'est un maillon très important avant même la soumission d'un texte à une maison d'édition. Et puis, donc, ça passe par des échanges importants sur les modalités de l'écriture, des techniques littéraires. Ça passe aussi par des positionnements publics, en fait, parce que, notamment dans le cas des trois moments polémiques que j'ai étudiés, en fait, Marine Diaye et Jean-Yves Sandret ont à la fois des positions individuelles
et en fait des positionnements conjugaux dans l'espace public. L'affaire Darrieussecq, elle a lieu en 1998 et à partir de la publication du deuxième roman de Marie Darrieussecq, Naissance des fantômes, qui reçoit un bon accueil dans la presse, mais plusieurs critiques relèvent en fait des ressemblances au niveau narratif et thématique avec deux précédentes fictions de Marine Diaye, La sorcière et Un temps de saison, jusqu'à ce que Marine Diaye prenne position en écrivant à plusieurs journaux en vue, journaux culturels en vue, une lettre qui dénonce ce qu'elle appelle une singerie, sachant que ce texte, en fait, fait part d'une réaction conjugale. Elle commence ainsi: nous nous sommes sentis mal, mon mari et moi, lui avait l'impression d'être veuf, moi d'être morte, en lisant donc le texte de Marie Darrieussecq et en pointant en validant ces ressemblances. L'affaire, en fait, n'a pas du tout débouché sur une accusation de plagiat, parce que le plagiat concerne des reproductions formelles très précises, et ce n'était pas du tout ce qui était mis en cause ici. Mais néanmoins, c'était une dénonciation qui était très, très intéressante du point de vue de la sociologie de la littérature, pour des enjeux à la fois sociaux et des enjeux plus proprement littéraires. Alors, les enjeux sociaux que montre en fait cette affaire-là, qui ensuite a eu lieu dans la presse essentiellement et un petit peu à la radio, avec des prises de position de plusieurs journalistes et puis de Marine Diaye et Marie Darrieussecq elle-même. Ce qui est intéressant de regarder dans la manière dont les choses sont apparues, c'est l'importance en fait des cadrages masculins en amont de cette affaire, par des hommes intellectuels, qu'ils soient éditeurs ou qu'ils soient critiques littéraires. Parce que donc, Marine Diaye et Marie Darrieussecq sont toutes deux publiées par des hommes assez âgés, Jérôme Lindon d'un côté, Paul Oczakowski, Laurence de l'autre, et dans la presse qui à ce moment-là est très masculinisée, en fait les critiques littéraires, par exemple dans le monde du livre, c'est à peu près 80% des articles qui sont signés par des critiques littéraires hommes, et leurs livres étaient commentés en grande part par des hommes, par des critiques littéraires masculins, qui avaient en fait au préalable souligné, comparé ces deux autrices. Donc on est dans un champ littéraire qui se féminise continuellement depuis plusieurs décennies, et où des autrices telles que Marie Darrieussecq et Marine Diaye obtiennent de la reconnaissance dans l'espace public, mais néanmoins elles sont souvent ramenées dans la critique par les journalistes à des schémas en fait assez récurrents sur le long terme concernant les femmes et les femmes intellectuelles. Donc en l'occurrence, ici, une querelle entre deux autrices, entre deux maris. Les journalistes sont nombreux à faire des jeux de mots parfois d'assez mauvais goût sur leur nom, soulignent qu'elles sont toutes les deux mariées et donc restituent en fait les données de cette dissension d'une manière très individualisée, opposant donc deux femmes qui seraient jalouses l'une de l'autre, etc. Donc on a vraiment des cadrages, des clivages qui sont assez masculins dans ce champ littéraire, tout féminisé qu'il soit. Et mon propos pour analyser cette affaire, en fait, c'est de montrer que si on regarde aussi sur le plus long terme et en prenant en compte non pas seulement ces deux autrices, mais l'ensemble du champ littéraire à ce moment-là, eh bien, ça renvoie donc à la fois au traitement dont font les frais les femmes. On retrouve les analyses de Delphine Naudier sur donc la place des autrices dans le champ littéraire, où elles font l'objet d'une sursélection, d'une minorisation, et en même temps, si on prend au sérieux les prises de position qui s'expriment alors et qu'on les lit sérieusement, eh bien, ça révèle une conception tout à fait différente en fait de l'activité littéraire et assez redevable à des transformations qui ont lieu alors dans le champ littéraire et qui tendent à brouiller en fait certaines différences, par exemple entre le pôle de grande production
dont relève assez largement Truisme, le premier roman de Marie Darrieussecq qui a été très médiatisé, qui s'est vendu à 250 000 exemplaires en France, qui a été abondamment traduit dans le monde. Et le pôle de production restreinte, donc qui est voué au plus long terme et où la reconnaissance se fait sur le temps long, dont relèvent alors les œuvres de Marine Diaye, qui publie depuis presque 15 ans, en fait, à ce moment-là, et dont les œuvres ont connu un succès très avéré auprès d'une critique littéraire exigeante, mais se sont moins vendues, en fait. Elles se vendent à ses débuts. Son premier livre se vend à moins de 3000 exemplaires. Et donc, on a son livre le plus vendu en 1998, c'est La Sorcière, qu'elle a fait paraître en 1996, à peu près au même temps que Truise. Et donc, se joue là, en fait, un rapport à 3 éléments. Un rapport au temps, un rapport à l'inaliénabilité de l'œuvre et un rapport aux médias. Et dans le rapport au temps et le rapport à l'originalité de l'œuvre, Marine Diaye et Jean-Yves Sandret se situent davantage du côté des valeurs fondatrices en fait du champ littéraire, puisqu'ils sont très attachés à la littérarité, à la légitimité propre du champ littéraire et à la notion d'originalité. Marie Darrieussecq, au contraire, en fait, elle bouleverse un petit peu, elle pulvérise, on peut dire, certaines catégories préexistantes dans le champ littéraire. Dans le rapport au temps, par exemple, elle revendique un attachement à ce qu'elle appelle l'ère du temps, et donc à la circulation, en fait, de thématiques et de notions contextuelles redevables de l'actualité qui circulent au moment de l'écriture. Du point de vue de l'original littéraire aussi, elle s'est exprimée à ce sujet dans Rapport de police, un texte qu'elle a fait paraître en 2010, où elle dit qu'elle ne croit pas à l'originalité en tant que valeur littéraire, par exemple. Et on n'a pas le même rapport à l'intertextualité. Alors l'intertextualité étant extrêmement répandue, bien sûr, dans l'écriture, dans le champ littéraire contemporain, mais voilà, elle est plus ou moins consciente ou assumée. Marine Diaye et Jean-Yves Sandret ont assumé à leur début littéraire un rapport au pastiche, qui était comme une manière. Alors Marcel Proust avait parlé du pastiche comme une étape nécessaire pour les écrivains, et qui concerne au début de Marine Diaye plutôt des grands auteurs canoniques comme Marcel Proust, Henry James, qui sont ses références de prédilection à ses débuts. Marie Darrieussecq n'a pas forcément ce rapport-là conscientisé au pastiche, dont pourraient relever éventuellement les ressemblances qu'on peut constater entre les œuvres de ces deux écrivaines à leur début. Et puis le troisième critère, donc après le rapport au temps, le rapport à l'originalité, il y a le rapport aux médias, en fait, où, je l'ai dit, à ses débuts en littérature avec Truisme, Marie Darrieussecq a été très médiatisée. Elle s'est rendue présente notamment à la télévision, dans une grande quantité d'émissions, jusqu'à Nulle part ailleurs, qui n'est pas en soi une émission littéraire. Et cette présence télévisuelle qu'elle a, elle l'a assumée, elle l'a revendiquée comme faisant partie du jeu littéraire. Alors que Marine Diaye a eu un rapport beaucoup plus compliqué au médium télévisuel à ses débuts. Elle a été invitée dans 2 émissions à l'âge de 19 ans pour son 2e roman, Comédie classique. Et en fait, cette expérience a été vécue d'une manière plutôt mitigée de sa part, sachant que si on regarde là encore le cadrage de ces 2 émissions, on est frappé a posteriori par des cadrages, des questions qui la renvoyaient à son sexe et à sa race, en fait, puisqu'elle était renvoyée à ses origines sur des plateaux où elle était ou bien avec des hommes blancs qui avaient à minima 20 ans de plus qu'elle, ou bien dans la 2e émission animée par Michel Polac, une émission consacrée aux femmes avec d'autres femmes qui étaient donc en fait elle n'a pas fait d'émission de télévisuelle entre 1987, le moment de ces 2 émissions, et 2005, donc sur 18 ans.
alors qu'elle continuait donc à être bien reçue dans la presse littéraire légitime. Donc on a ici en fait deux rapports très distincts aux médias, à un moment où donc les frontières entre le champ littéraire et le champ médiatique tendent à se brouiller quelque peu, et où une reconnaissance forte dans les médias peut rejaillir dans le champ littéraire. Alors cette question, elle impose de revenir un tout petit peu en amont à la socialisation de Marine Ndiaye. De ce point de vue-là, le père de Marine Ndiaye, Tidiane Ndiaye, a quitté sa mère lorsque Marine Ndiaye était bébé, elle avait 1 an, et donc elle n'a pas bénéficié d'une éducation, d'une socialisation proprement africaine ou sénégalaise, puisque donc son père a refait sa vie ensuite depuis le Sénégal de ses origines. Au début de Marine Ndiaye, elle a souvent été donc questionnée, renvoyée du fait de son nom Ndiaye et du fait de sa couleur de peau à des catégories, la renvoyant à la littérature africaine, à la littérature francophone. Et elle a toujours insisté donc sur sa méconnaissance en fait des réalités africaines et sur le fait qu'elle désirait, qu'elle se positionnait davantage comme un être humain qui écrit. C'est comme ça qu'elle répond à une question sur sa situation dans le champ littéraire encore en 2007 lors d'une interview. Un être humain qui écrit, un être humain qui se projette dans les personnages qui peuplent ses fictions et qui donc n'a pas en soi de sexe, de couleur de peau, de race, voilà. Donc elle a toujours insisté sur ce positionnement universaliste et plutôt esthète, où également tout engagement politique explicite et hors de sa volonté n'est pas du tout habituel. Elle peut les avoir en tant que citoyenne, mais ne désire pas du tout donc mettre ces textes sous un quelconque engagement. L'un des partis pris de mon livre, à travers le titre notamment, écrire et s'engager, c'est de lire cet éventuel engagement d'un double point de vue, donc l'engagement qui a pu être revendiqué dans le champ littéraire, si l'on pense à Sartre par exemple, qui revendiquait une littérature engagée, en particulier dans les années 1950-1960, et l'engagement en fait l'un envers l'autre, qui est celui du couple. Parce que si l'on regarde de ce point de vue-là les positionnements de Jean-Yves Sandret dans l'espace public, il a un profil d'écrivain plus polémiste, en fait, avec des accents parfois prophétiques, et il s'est notamment clairement positionné comme antiraciste dès les années 1990, en ayant à côté de Marine Ndiaye, notamment lors des épisodes polémiques que j'analyse dans le livre, des tribunes beaucoup plus explicitement engagées de ce point de vue-là. Et donc ça a sans doute contribué aussi à maintenir Marine Ndiaye dans une posture plus esthète, dans une posture plus universaliste que donc la solidarité avec Jean-Yves Sandret, donc écrivain blanc plus âgé, qui tenait de son côté ce point de vue-là. Alors il y a tout de même un basculement très important de Marine Ndiaye du point de vue des rapports sociaux de race en fait dans l'espace public, et d'ailleurs aussi en partie des rapports sociaux de sexe dans les années 2000 notamment. C'est un moment où il y a aussi dans l'espace public une appréhension tout à fait différente de la question raciale, avec des mouvements militants et un intérêt tout à fait inédit à l'université pour la question noire, dans la République française qui s'est construite comme aveugle à la couleur. Il y a les excellents travaux de Sarah Mazouz, d'Éric et Didier Fassin sur la question, et puis le travail aussi du frère de Marine Ndiaye, Pape Ndiaye, qui publie en 2008 La condition noire, préfacée par une nouvelle de Marine Ndiaye, Les Sœurs. Et du coup, elle publie Trois femmes puissantes en 2009, un an plus tard, et Trois femmes puissantes qui porte en partie sur la question migratoire, notamment via le troisième récit, l'histoire de Kadi Demba, une histoire tragique d'une migrante qui ne parvient pas à parvenir en Europe comme
elle en tente l'aventure, extrêmement donc malheureuse. Et à ce moment-là, Marine Ndiaye dit bien que cette cause des migrants la touche énormément, qu'elle s'est documentée pour écrire ce récit. Et elle dédie d'ailleurs le prix Goncourt qu'elle reçoit pour cette œuvre à la cause des migrants. Donc c'est vraiment un premier tournant en fait à ce moment-là dans les années 2000. Et puis on peut voir d'ailleurs un deuxième tournant peut-être à ce niveau si l'on considère Le Bon Denis, un ouvrage qu'elle a fait paraître en avril, donc en 2025, qui est aussi le premier livre qu'elle a publié après sa séparation d'avec Jean-Yves Sandret, où elle retourne aussi à l'histoire de son père, justement. En fait, alors c'est une œuvre un petit peu de rupture parce que, à mon avis, donc première œuvre après la séparation de Jean-Yves Sandret, et aussi premier livre d'écriture de soi, parce que c'est dans une collection consacrée à l'autoportrait, qu'elle fait paraître après le décès de son père, qui est mort en 2017 au Sénégal, sans que Marine Ndiaye ne soit très impliquée ou qu'elle ne fasse le voyage au Sénégal. Mais c'est la première fois qu'en fait, elle revendique explicitement le recours à l'autobiographie. Il y a 2 des 4 récits du Bon Denis qui reposent sur un pacte autobiographique. Et dans l'un d'entre eux, le 3e récit, en fait, Marine Ndiaye fait un lien entre l'enfance de son père, qui a eu une enfance difficile. En fait, il a été maltraité enfant, il a été confié à une tante, et ce récit raconte cela. Et le racisme structurel, en quelque sorte, dont il a fait les frais dans les années 1960 en France. Elle fait état, dans ce 3e récit, d'un changement de regard qu'elle-même porte sur son père, sachant que ce 3e récit a été publié une première fois dans un recueil collectif dédié à la cause des migrants. SOS Méditerranée, les écrivains s'engagent. Et donc elle fait un lien entre 2 causes, la cause de l'enfance maltraitée et la cause des migrants, qui sont 2 causes qui lui tiennent à cœur, et qu'on peut lire ce livre aussi comme une forme de peut-être d'hommage en quelque sorte rendu à ce père qu'elle a très peu connu en définitive. Alors la réception de ce livre auprès de Marine Ndiaye et Jean-Yves Sandret a été bonne en fait. Il était inconcevable pour moi de le publier sans avoir en amont leur aval, parce que le livre abordait tout de même des questions qui relevaient de leur vie commune, de leur intimité. Et donc je leur ai soumis le manuscrit du livre avant sa publication, et ils m'ont fait des retours positifs, Marine Ndiaye ayant validé entièrement, m'a-t-elle dit, la publication du livre, Jean-Yves Sandret m'ayant fait quelques commentaires un petit peu plus précis sur certaines pages, ce qui m'a permis de préciser encore certains points. Si le lectorat prête attention à certaines notes de bas de page, il y a la mention de certains apports un peu tardifs qui ont été faits au mois de juillet, alors que l'ouvrage est publié début octobre, et qui renvoie à ces petites précisions. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un tel accueil de leur part. Ils ont été très généreux en fait par les entretiens, le temps qu'ils m'ont accordé, et puis par ce retour ensuite sur le produit fini. Bien sûr, en termes scientifiques, ça ne serait pas possible lorsqu'on travaille sur des auteurs décédés ou sur une autre période de la littérature. C'est vraiment une particularité du travail sur la littérature contemporaine et sur un tel sujet, en tout cas. Peut-être qu'en termes scientifiques, ça a des effets aussi sur une forme d'écriture peut-être plus contrôlée, mais il n'était pas possible pour moi de procéder autrement.